organiser l'économie, ne faites pas de loi pour canaliser la dynamique des finances, laissez les finances vivre, laissez le profit se développer, ce sera bon pour les sociétés. Ça, c'est le principe de base du libéralisme et du néolibéralisme en particulier, qui est purement financier. Autant le libéralisme était commercial, échange, etc., autant le néolibéralisme est purement financier. Ce qui circule, ce qui crée de la richesse dans le monde dans lequel nous vivons, ce sont les finances. Beaucoup plus d'ailleurs que l'économie réelle, ce qu'on appelle l'économie réelle. Donc par conséquent, cette idée-là, elle va gagner la bataille idéologique au sein du débat économique. Et après la Seconde Guerre mondiale, qui donc est une conséquence, je dis, de la crise de 29, conséquence extrême de la crise de 29, les économistes des pays alliés, ils savent qu'ils vont gagner la guerre, parce qu'on sait qu'on va gagner la guerre dès 1944, s'organisent pour organiser les finances internationales et dans des accords qui s'appellent les accords de Bretton Woods, à côté de New York, et on va organiser, par exemple, le taux de change des devises par rapport à l'or, etc. Et les économies vont avoir une sorte de fonctionnement équilibré. Il ne va plus y avoir de protectionnisme excessif comme il y en a eu dans les années 30, mais il va y avoir un univers où les économies vont être articulées les unes aux autres d'une façon, disons, réglementée. D'autre part, les thèses qui vont fonctionner après la Seconde Guerre mondiale, que disons, Roosevelt avait développé aux États-Unis pour combattre les effets nocifs de la crise de 29, c'est ce qu'on appelle le keynésianisme, sur la base des théories de Keynes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, donc, une sorte d'économie dans laquelle l'État a un rôle important, un rôle d'incitateur, un rôle d'architecte économique, un rôle disons, de partenaire économique. Il peut prendre l'initiative économique, même au sein, et ce ne sont pas forcément disons, ni les entreprises, il y a des lois contre les monopoles que vont faire les Américains, ni les industries financières, puisqu'il y a une loi qui a été faite après la crise de 29, ce que les Américains appellent le Seagull Act, qui interdit que les banques spéculatives soient à la fois des banques de dépôt et des banques de crédit. Donc le système bancaire est divisé en deux. Des banques de dépôt où vous déposez disons, votre épargne, contre évidemment un taux d'intérêt raisonnable, et donc vous avez la garantie que cette banque ne va pas jouer au casino avec votre épargne, et vous allez pouvoir retrouver votre épargne dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, pour quel que soit le projet que vous avez. Ça, c'est la banque de dépôt. Et la banque spéculative est une banque où vous savez que si vous placez de l'argent là, cette banque va acheter des actions, ou va acheter des bons du trésor, ou va acheter des parts de compagnies d'assurance, etc. Et va spéculer. Vous pouvez tout perdre, mais vous pouvez aussi gagner beaucoup. Mais si vous le savez. Et donc ces deux banques sont séparées. Donc ça c'est la période qui suit la Seconde Guerre mondiale. On entre dans un univers où les banques ont ces deux fonctions-là. Quand je dis les banques, il y a des banques qui ont une fonction et des banques qui ont une autre fonction. Et d'autre part, l'État est un partenaire de l'économie. Ça s'appelle le keynésianisme. Mais on estime que dans les années 70, pour des raisons que les économistes n'arrivent pas à résoudre, eh bien, c'est que la croissance des pays, eh bien, cette croissance des pays se réduit et en même temps, l'inflation, c'est-à-dire la déperdition de la valeur de l'argent, augmente et il se crée une période où il y a peu de croissance avec de l'inflation. Parce que normalement, je suppose que je parle de beaucoup d'économistes, en fait, personnes qui connaissent bien l'économie, donc je parle sous votre contrôle. Normalement, quand il y a beaucoup de croissance, il y a de l'inflation. La croissance accompagne l'inflation.
Et lorsqu'il n'y a pas de croissance, par exemple, actuellement, vous voyez, avec la crise, hein, vous voyez, il n'y a pratiquement pas d'inflation. Même le risque que nous avons traversé au cours des 3-4 dernières années, c'est le risque de la déflation. C'est-à-dire qu'au contraire, les prix non seulement n'augmentent pas, mais que les prix baissent. Ce qui crée évidemment un problème pour les producteurs, les industries productrices. Hein. Mais il se crée une période dans les années 60 et 70, une période qu'on appelle une période de stagflation. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la stagnation, ça ne croît pas, l'économie ne croît pas, et d'autre part, il y a de l'inflation. Donc cette période-là, pour la résoudre, étant donné qu'il n'y a pas de solution, disons les économistes keynésiens ne trouvent pas de solution, eh bien c'est le moment, c'est l'occasion, je répète, pour que les néolibéraux, à ce moment-là, conduisent la bataille idéologique au sein de la réflexion économique. Dans les revues, dans les universités, dans les débats, les tables rondes, dans les médias, pour imposer l'idée qu'en fait, la solution, c'est la solution néolibérale. Et petit à petit, voilà, Milton Friedman devient non seulement le prix Nobel, et si vous faites un petit peu l'inventaire des prix Nobel qu'il y a eu tout au long de ces années 70 et 80, vous verrez que les néolibéraux ont eu une dizaine de prix Nobel d'économie. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment gagné la bataille idéologique. Alors, jusque-là, c'était que des pays, voyez-vous, marginaux, des pays dictatoriaux. Alors, qui va imiter un pays comme le Chili, ou comme l'Indonésie, ou même comme la Corée du Sud? Mais le tournant se produit en 1979. En 1979, en Angleterre, les conservateurs reviennent au pouvoir avec à leur tête une femme, pour la première fois dans l'histoire du Parti conservateur britannique, pour la première fois dans l'histoire de la politique britannique, hein, une femme va diriger l'exécutif, même s'il y a eu des chefs d'État femmes en Angleterre, c'est même une tradition, elles sont des reines en Angleterre, mais à la tête de l'exécutif, il n'y avait jamais eu une femme, c'est Madame Margaret Thatcher, et Madame Margaret Thatcher arrive armée de ses thèses sur le néolibéralisme, et elle va les appliquer d'emblée. Et elle va conduire d'ailleurs une bataille frontale contre les centres de résistance sociale à ces idées de privatisation généralisée. Je voudrais vous rappeler une chose, c'est que le mot privatisation n'existait pas. Si vous regardez dans les dictionnaires ou dans l'histoire de la langue française, vous verrez que le mot privatisation a été inventé dans les années 70 pour dire que c'était le contraire de la nationalisation. Vous voyez, les nationalisations, elles ont été, si vous voulez, elles ont été développées par les États au fur et à mesure qu'ils se sont développés, hein, et notamment par les États totalitaires. C'est-à-dire en Union soviétique, au départ, puis ensuite dans les États fascistes ou néofascistes, etc., où l'État devenait en quelque sorte l'acteur central de la vie économique, mais aussi de la vie politique, de la vie sociale, de la vie culturelle, de la vie, disons, même de la vie personnelle des gens. Et donc la nationalisation, c'est-à-dire cette espèce de prise pour l'État d'un certain nombre de secteurs, est quelque chose, est un terme, et un concept et une idée qui existait depuis le début du XXe siècle. Mais depuis, il n'y avait jamais eu de retour en arrière. Vous voyez, la France du Front populaire, par exemple, la France de 1936, hein, donc avec un gouvernement où était dirigé par les socialistes, hein, qui, avec l'appui des communistes, mais qui n'étaient pas au gouvernement, eh bien, il y avait cette idée qu'on pouvait nationaliser, on devait nationaliser, parce que si on voulait conduire des politiques sociales, c'est-à-dire si on voulait rendre la dette sociale, étant donné que beaucoup de gens avaient travaillé à la richesse du pays, mais la richesse du pays, c'était la richesse des entreprises, ce n'était pas le pays. Et donc, si l'État voulait donner des congés payés, des vacances, des retraites, etc., il fallait bien que l'État soit lui-même en capacité à produire des richesses.
et que d'autre part, ces richesses puissent arriver à tout le monde. Ce n'était pas normal que l'électricité aille dans les quartiers qui pouvaient payer l'électricité et n'aille pas dans les quartiers où on ne pouvait pas payer l'électricité. Ce n'était pas normal que l'eau potable aille dans les quartiers où les gens pouvaient payer l'eau potable et ne puissent pas aller dans les campagnes parce que les paysans ne pouvaient pas payer la conduite d'eau potable. Alors, tous ces services ont été nationalisés. Le train a été nationalisé, le sous-sol a été nationalisé, ainsi de suite. Et pas par des régimes communistes, par le Front populaire français. Donc, et quand c'était nationalisé, on ne revenait pas en arrière. On partait du principe que l'État, c'était le rôle de l'État. Hein? Alors, le mot privatisation, qui est un mot qui est entré dans les mœurs maintenant pour nous, la privatisation, ça s'est fait pour la première fois, voilà, avec les néolibéraux. Et Mme Thatcher va conduire donc la lutte contre ceux qui s'y opposent, en particulier les syndicats, et notamment les syndicats des mineurs. Elle va conduire une lutte très très longue contre les syndicats des mineurs. N'oubliez pas que l'Angleterre est le pays qui a vu pratiquement naître les syndicats. Parce que c'est le premier pays industrialisé du monde. L'industrialisation s'est faite en Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle, et que c'est là que le plus vite les ouvriers, les prolétaires, ont appris à s'organiser pour résister à la volonté d'exploitation sans limite des patrons, qui faisaient travailler, comme vous le savez, les ouvriers travaillaient 7 jours sur 7, et ils travaillaient 10 heures par jour, et ont commencé à travailler à l'âge de 6 ans, notamment dans les mines. Donc par conséquent, évidemment, c'était une vie d'esclave, il n'y avait pas de retraite. Donc par conséquent, pour améliorer, il suffit de lire Dickens. Il suffit de lire Dickens. Dickens raconte très bien ce qu'était la vie quotidienne, hein, et beaucoup d'autres écrivains de la même école naturaliste, hein, évidemment, Émile Zola avec Germinal, mais il suffit de lire des romans comme David Copperfield, de Dickens, ou Histoire des deux cités, etc., pour voir ce qu'était l'univers des pauvres travailleurs en Angleterre. Et donc les syndicats ont eu un rôle très important, et notamment les syndicats des mineurs. Et Margaret Thatcher commence par casser les syndicats des mineurs en résistant à la grève des mineurs, de la même manière qu'elle va résister à la grève des travailleurs, justement des journaux également. Hein? Et va permettre que les propriétaires des journaux créent des groupes, etc., et que ce qu'on appelle en France le syndicat du livre, c'est-à-dire l'association de tous les travailleurs qui travaillent dans les imprimeries, quelles qu'elles soient, puisse résister. Et à partir de là, évidemment, elle va établir cette espèce de principe que le développement d'Angleterre va se faire sur les finances, et non pas ni sur l'agriculture, ni sur l'industrie traditionnelle. Bon. Et ça, c'est en 79, je vous disais. Et en 1980, juste l'année d'après, là, évidemment, on change d'échelle. Tant c'était le Chili, c'était quelque chose de pittoresque et d'anecdotique. Mais là, c'est le Royaume-Uni, c'est tout à fait différent. Et d'autre part, l'année d'après, 1980, c'est un acteur de cinéma qui se présente à l'élection présidentielle aux États-Unis, qui gagne et qui se fait conseiller en matière économique, ce qu'on a appelé les Reaganomics, hein, lui c'est Ronald Reagan, vous l'avez reconnu, par les Chicago Boys, et avec Reagan, évidemment, on passe, alors si les États-Unis adoptent une ligne économique, là, cette ligne elle devient quasiment universelle, et donc à partir de Reagan, qui lui-même va conduire tout de suite une bataille également pour bien marquer que les syndicats n'auront plus un rôle important, en l'occurrence, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, les syndicats qui ont résisté à la volonté de déréglementation, hein, parce que ça c'est un terme aussi très néolibéral, déréglementer. Là où il y a des lois, il y a des règles pour réguler les professions, quelles qu'elles soient, les notaires, les médecins, voilà, les contrôleurs aériens. Hein, eh bien, ce sont les contrôleurs aériens qui vont résister à Reagan, et Reagan va casser les contrôleurs aériens, malgré plusieurs accidents d'avion qui vont se produire avec beaucoup de victimes.